Salut à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche, presque 100% défaite, pour débriefer une nouvelle rencontre de l'AS Monaco. Cette rencontre, c'était le déplacement pour la 22e journée de Ligue 1 à Dijon. Et Monaco, qui, une fois de plus, nous en avons désormais l'habitude, s'est incliné 2-0 face au 18e, le 18e contre le 19e. C'était un petit choc, mine de rien. Et Monaco donc défait 2-0. Début signé à la 24e minute par Kwon et à la 69e minute par Slity. Pour cette émission, il y aura Patrice avec moi. Salut Patrice. Salut. Et donc Monaco qui ne s'en sort pas. Alors évidemment, beaucoup de rebondissements ces dernières heures, Patrice. On va un petit peu les évoquer, bien sûr, parce qu'on ne peut pas les passer sous silence. Mais on va quand même y revenir prochainement et très rapidement d'ailleurs dans une autre émission. Oui, on y reviendra plus en détail pour faire le point sur la situation, surtout au niveau des entraîneurs. C'est tout là-dessus qu'on a besoin d'en parler. Mais concernant ce match-là, du coup, c'était Passy qui était aux manettes pour logiquement un seul et unique match. Oui, parce que si pour ceux qui vivent dans une grotte et qui ne sont pas au courant, Henry a été donc démis de ses fonctions jeudi soir, vers 18h, 18h30. Donc le retour de Leonardo Jardim a été officialisé hier soir également, 24 heures après. Il y avait assez peu de suspense d'ailleurs sur cette nomination. Et comme tu l'as dit, donc du coup Franck Passy, l'adjoint de Thierry Henry sur le dernier mois, qui a pris les commandes ce soir pour cette rencontre. J'aurais presque envie de dire, il y avait Leonardo Jardim en tribune, Patrice, qui était d'ailleurs accompagné de Ribolovlev et Vassiliev. Tout l'état-major monégasque était là au complet. Il y avait donc voilà, une réelle inquiétude qu'on pouvait lire quand même sur leur visage. Les trois tiraient la gueule quand même. Faut dire que le match n'a pas trop aidé pour qu'ils tirent pas la gueule. Ouais. Pas grand chose. On voyait qu'ils tiraient déjà la gueule avant que le match commence en fait. Ah d'accord. Oui, enfin voilà. En tout cas, ça traduisait quand même une certaine inquiétude. La situation, oui, elle donne pas envie de sourire. Il n'y avait pas trop de raison. Au contraire, je pense qu'on leur serait tombé dessus si avant la rencontre ils étaient grands sourires ensemble. Oui. Ouais. Donc voilà, c'est Jardim qui était en tribune. J'aurais envie quand même de te poser une première question. Selon toi, alors Jardim était en tribune puisqu'il n'était pas qualifié techniquement. Son contrat n'était pas encore validé. Donc c'est Passy qui assurait l'intérim. Maintenant, voilà, dans la mesure où on n'était pas à chercher son remplaçant, puisqu'on l'avait déjà trouvé, est-ce que toi, tu penses, selon toi, que Passy a eu totalement les mains libres pour faire cette équipe, pour composer son équipe ce soir, ou est-ce que tu penses qu'il y a peut-être eu quelques coups de fil, on va dire, qui ont été passés entre Jardim et Passy, ou pour lui dire, voilà, il faudrait peut-être faire ci, ça Non, je pense vraiment que Passy était complètement libre de faire ce qu'il voulait, parce que Jardim a été nommé quand même assez tardivement. Du coup, il n'y a pas eu lieu à avoir beaucoup d'échanges entre les deux, si échange il y a eu lieu. Et en plus, Jardim, même s'il a pu voir les matchs de Monaco, il n'a pas assisté aux entraînements. Donc, il ne sait pas non plus quels sont les joueurs vraiment en forme ou quels sont les schémas tactiques qui peuvent bien marcher. Je pense pas vraiment que Jardim ait donné des consignes particulières à Passy et lui a plutôt laissé main libre pour justement qu'il puisse arriver à aller chercher un résultat. On pourrait en plus ajouter que vu les changements merdiques de Passy... Oh oui, ça, on va pouvoir en reparler. Voilà. Est-ce que ensuite il va rester, ça ce sera une autre question, un autre point de détail qu'on pourra aborder ultérieurement, puisque lui est toujours en poste, il n'a pas encore été annoncé qu'il était mis de côté, mis à l'écart. Après de là, ce que Jardim va venir avec son staff, les mêmes qu'avant certainement, peu de chances que Passy reste en poste. On verra plus tard. En tout cas, Patrice, on va justement revenir sur cette composition de Passy. Une composition qui reprenait un petit peu quand même celle de Thierry Henry. Il y a eu quelques changements. Mais voilà, je pense qu'on avait quand même ce 5-3-2 un peu dans l'esprit aussi de Thierry Henry.
Oui, il est reparti un peu de ce que Thierry avait mis en place, surtout la défense à 5. Après, le petit changement, c'est au lieu d'être dans le 3-4-3, je dirais, de Thierry, où on avait plus Falcao et Ronny Lopez et Golovin qui s'écartaient sur les ailes en attaque. Là, on est vraiment dans un 3-5-2 avec 3 joueurs au milieu de terrain, ce qu'on réclamait plutôt pour un peu être un peu plus costaud dans ce Ouais. milieu de terrain. Ouais, les 3 joueurs du milieu de terrain, c'était Fabregas, Sanrich et Tielemans. On reviendra sur ce milieu de terrain, ça n'a pas encore très bien fonctionné. Mais voilà, en tout cas, cette équipe, on a vu aussi, voilà, Badiachil était toujours là. Oui, Ce qui, je pense, c'est quand même une des rares satisfactions, encore une fois. Il y avait également Ballo Touré sur le côté gauche, Djibril Sidibé aussi à droite. On avait également Camille Glick et Naldo. On reparlera, je pense, de Naldo assez rapidement, de Glick aussi d'ailleurs, puisque il a délivré une performance catastrophique ce soir. Et puis devant, donc Ronny Lopez et Falcao, avec quand même Lopez souvent sur le côté, hein. oui, c'est un peu logique parce que c'est pas à son poste. Avec là, on jouait avec un système avec 2 attaquants. Donc, on pouvait soit avoir Falco vraiment en pointe et Ronny Lopez qui tournait à droite, à gauche autour de lui. Mais bon, c'est vrai que c'est vraiment un pur ailier. Il a en plus l'habitude de jouer sur ce côté droit. Donc, naturellement, il a été Ouais. plus attiré vers ce Ouais. côté-ci. Ça Hmm. paraît logique, quoi. Ouais. Ouais, et puis surtout, sur le premier quart d'heure, c'était plutôt pas mal en plus. Il a quand même pas mal percuté. Et ça coïncide justement aussi avec une bonne entame monégasque en fin de compte. Du coup, on pouvait se demander si finalement, à la vue de ce premier quart d'heure, après le départ d'Henry, on n'allait pas enfin avoir le fameux électrochoc. Je sais pas ce que t'en as pensé. Est-ce que ce premier quart d'heure t'avais rassuré? Tu t'es dit, tiens, ça se passe pas trop mal. Peut-être que. J'ai pas pensé donc que c'était un électrochoc ou que c'était suite au départ d'Henry, parce que j'ai trouvé que ces derniers temps, on commençait quand même assez bien les matchs avant de très rapidement avoir soit un but pris en contre-attaque, soit un carton rouge Hmm. Ouais. qui nous cassait un peu le moral. Après, Mais on a quand même pas mal encaissé de buts en début de rencontre. oui, Je trouvais même des fois dans les 4-5 premières minutes de jeu, ça s'est produit assez souvent. Et ça traduisait quand même voilà, un manque de confiance, mais un manque aussi d'engagement. Voilà, mentalement, ça démontre vraiment qu'on n'est pas là, on n'est pas présent quoi, dans les entames. Là, pour le coup, Monaco est bien rentré dans son match, justement. oui, avec un pressing assez Mm. haut, une possession de balle, on étouffait notre adversaire, ils n'arrivaient pas à se sortir et on récupérait très rapidement le ballon et assez haut. C'est une période où, sur ce premier quart d'heure, hein, où on s'est procuré pas mal d'occasions. Moi, j'en ai Mm. noté 3 notamment. Ouais. Euh, donc, on faisait un bon début de match, clairement, avant que Dijon, bizarrement, reprenne la main au bout d'un quart d'heure de jeu, sans qu'il y ait vraiment un événement particulier qui ait fait qu'il soit sorti de ça. Ouais, et puis on peut dire que finalement, ce quart d'heure, ça a été le seul vrai bon quart d'heure monégasque, hein, sur le match en entier. Quelques soubresauts en deuxième période, mais À la fin de la première mi-temps, si les 10 dernières minutes, on a repris le ouais, ballon et je c'est là où trouve, on a eu 2-3 occasions qui auraient pu nous permettre d'égaliser. je trouvais que cette fin de première période était assez hachée. euh, Avec en plus, voilà, c'était sans grande maîtrise technique des deux côtés, je trouvais. Voilà, mais bon, c'est finalement la partition rendue par l'équipe de Monaco encore ce soir est extrêmement faible. Je pense qu'on est obligé d'y penser puisqu'on est dans cette situation-là. Le classement, le classement nous enfonce encore un peu plus. Mais comment enfin y arriver? On n'a quand même pas une équipe a priori sur le papier qui doit être à cette place. A priori, enfin, je pense que c'est ce qu'on croit tous. Qu'est-ce qui manque en fait à cette équipe encore? J'aurais envie d'axer un petit peu sur le milieu de terrain, moi, qui n'a pas été au niveau ce soir. En tout cas, Ouais, après, si on prend vraiment que sur cette première mi-temps, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour gagner, tout simplement. Parce que, franchement, c'est nous qui avons les occasions les plus franches. Dijon est quand même très peu dangereux et a peu d'action. Et au final, ils inscrivent un but sur une erreur individuelle, parce que c'est Naldo qui est mal aligné et du coup qui hmm, permet à Kwon bah, ouais, Sidibé qui suit de pas pas être en aussi. jeu. Hmm. Sibel, il peut rien, parce que là c'est vraiment plein.
plein Bah, il me centre semble que du c'est jeu. lui qui est derrière Kwon et qui peut, enfin, ici, il peut peut-être suivre. Pas dit que ça marche, mais voilà. Oui, bon, après Kwan, il est vraiment au centre de la surface et on a trois défenseurs centraux. Donc avant que ce soit le rôle de Sidibé qui a un latéral très très écarté et très très offensif, je trouve qu'il y a d'autres personnes qui doivent reprendre Kwan, comme Glick par exemple. Bah, Glick, il me semble qu'il est, oui, Et mais là, pour l'instant, en pour fait, je moi, sais ils pas sont si alignés. il est Hein, tu vois, entre les deux, ouais. Mais quoi, Sidibé, Glick et Badiachil sont alignés. C'est Naldo qui a un cran derrière et qui laisse du coup la place à Kwan de s'engouffrer dans cet espace et de pouvoir être vraiment seul face à Subasic. Et là, c'est cadeau. Il n'y a rien à faire quasiment pour mettre le but. Hein. Ouais, bon, en tout cas, c'est Naldo, oui, on va en reparler. Mais en fait, je trouvais que sur cette action-là, bah, je dis pas qu'il aurait pu l'empêcher de marquer, hein, mais j'ai l'impression que Sidibé me paraissait en retard, en tout cas, aurait pu faire l'effort de suivre le joueur. Mais voilà, après, je trouve aussi que c'est assez révélateur de toute cette équipe qui est systématiquement en retard dans ses interventions, qui met pas le pied sur le ballon, qui manque d'agressivité dans le bon sens. Oui, après, on peut aussi revenir sur le milieu de terrain qui ne bloque Ouais. pas Oui, c'est City, quoi, qui fait une super passe. Hein. Donc ouais. après, il le laisse libre de pouvoir faire cette passe, justement. Ouais, Et alors, il est entre Fabregas et Henrich. Tillmans. Je crois que c'est Tillmans Ah, d'accord. qui va aller sur lui. Mais il fait une ouverture, oui, il fait une très belle ouverture. Et oui, ce milieu de terrain, globalement, il a posé problème. Enfin, en tout cas, on sent qu'il manque. Il y a Fabregas, on le découvre pas, qui est un joueur de grande classe. Et sur sur quelques actions ce soir, il a montré, voilà, il y a des éclairs, hein, des passes verticales extrêmement précises et qui peuvent vraiment apporter le danger. Mais j'ai l'impression, pour moi, enfin, il manque un deuxième joueur de qualité à ce milieu de terrain qui serait capable de se consacrer un peu plus aux tâches défensives et qui allégerait, je pense, Fabregas. Oui, bah oui, parce Lui que c'est pas permettrait son de, rôle. voilà. Hein. Ouais. Moi, c'est pas. Et là, la réalité, c'est que Normalement, c'était Henrich qui devait être oui, la sentinelle. Et oui, déjà, je trouvais que contre Metz, c'était pas ça du tout. Et là, le reconduire. c'est pareil. Ouais. Franchement, je l'ai pas vu de toute la première mi-temps. Hein. Je sais pas où il a joué, mais les peu de fois que je l'ai vu, il courait derrière les joueurs et il n'était pas du tout Ouais, utile à ouais. l'équipe, que ce soit dans le pressing ou. Ouais, clairement, il y a ça fait 2 fois qu'on le voit à ce poste-là et ça ne marche pas du tout. Enfin voilà, je pense faudra se faire une raison. C'est pas du tout le nouveau Fabinho, parce que Oui, Fabinho, quand on le mettait là pour dépanner, il était bon, il était même meilleur que latéral droit finalement. Donc c'était presque une évidence en fin de compte. Rapidement, ça s'est montré, ça s'est révélé comme une évidence que Fabinho allait passer au milieu de terrain. Pour Henrich, c'est pas du tout le cas. Je pense que bon, l'expérience a assez duré. Il faut vite revenir. Et voilà, ce joueur-là il me paraît perdu au milieu de terrain. Tillmans n'apporte pas grand-chose non plus sur le plan défensif. Voilà, donc il faut vraiment un deuxième milieu de qualité. Après, quel milieu ce sera? J'ai quand même envie de revenir sur ce milieu de terrain, sur le coaching de Franck Passy. Je sais pas si ça t'a... Est-ce que ça t'a marqué, Patrice, ce coaching de Passy bah déjà, sur la compo, le choix de Henrich m'a surpris, parce que personnellement, moi, je m'attendais à ce qu'il reconduise vraiment les mêmes 11 qu'Henry, donc pas du coup un 3-5-2. Mais après, si du coup 3-5-2 il y avait, pour moi, c'était Pelé en l'absence d'Aïd Benasser et le fait que vainqueur soit pas apte à jouer tout un match. Appelé retourné au C'était placard, hein. c'était plus Pelé qui, à la rigueur, avait vraiment le profil du milieu défensif. Donc reconduire Henrich qu'on avait déjà testé et qui était pas bon à ce poste-là, c'était quand même assez particulier. Après, peut-être qu'à l'entraînement, il avait progressé à ce poste et montré de belles choses et qu'il pouvait tenir son rôle. Hein. Peut-être là, on n'est pas non plus là aux entraînements pour voir ce qui vraiment se passe. En tout cas, ça oui, ça m'a surpris déjà. Mais après, sur ses choix de remplacement, il fait les choix au bon moment, hein, ce qui décide assez rapidement de remplacer deux joueurs. J'ai envie de te répondre, il fait le choix juste avant qu'on prenne le but, donc au bon moment, je sais pas. Ce Oui, qui est sûr, c'est que ça a forcément une incidence, hein. non, bon, après pour moi, le but c'est une erreur individuelle encore une fois. Donc, je pense que... Enfin, c'est une erreur individuelle, mais en fait, ce que je trouve étrange, c'est que bah, déjà, il fait un double changement au milieu de terrain. J'ai pas compris. Pour moi, il y a une faute à ce moment-là.
Ah oui, par contre, on va Voilà, revenir sur son changement, c'est complètement étrange. Voilà. Le fait de changer pour vouloir apporter du sang frais, pour pouvoir changer quelque chose, le fait qu'on aille chercher la victoire. C'est-à-dire que le milieu le plus nul ce soir, il reste jusqu'à la 84e. Donc il enlève Fabregas, qui est quand même le meilleur milieu. Tillmans, bon, il est égal à lui-même. Mais il enlève les deux d'un coup pour en mettre deux autres. Enfin, je veux bien qu'il faut de la fraîcheur peut-être, mais pourquoi d'un seul coup en enlever deux? Enfin, c'est un coup à complètement déséquilibrer ton équipe. Un milieu de terrain, une équipe qui est déjà un petit peu bancale. Là, pour moi, c'est encore pire. Pour moi, c'est une faute grave ce que fait Passy ce soir de ces deux changements. Et je trouve que c'est pas un hasard si finalement le but intervient 2 minutes derrière. Parce qu'en plus, même si effectivement il y a une erreur d'inattention de Ballo-Touré qui protège mal son ballon, là, il faut dire aussi qu'à un moment donné, il y a Golovin qui lui met une balle dans la merde. Il le met dans la merde quand il lui redonne ce ballon en retrait, parce que lui-même est pressé. Il lui met un peu n'importe comment, même si ça n'excuse pas encore une fois ce que fait Ballo-Touré. Voilà, pour moi, il y a la faute, il y a une vraie responsabilité de Passy pour le deuxième but, quoi. Oui, après, sur l'emplacement, déjà, on cherche à aller chercher l'égalisation. On a Henry qui est mieux défensif et du coup, il fait rentrer Vainqueur, qui est aussi un milieu défensif. Du coup, c'est quoi l'intérêt d'avoir deux milieux défensifs alors qu'on cherche à aller égaliser? Donc, vraiment, le premier à changer, c'était Henry parce qu'il était mauvais, de le remplacer par Vainqueur. Et si vraiment il voulait faire un double changement milieu, ce que moi aussi, comme toi, je comprends pas trop, c'était Tielemans qui était pas terrible ce soir, encore une fois. Mais à aucun cas il faut sortir Fabregas qui était l'un des rares et puis en aucun cas les transitions entre l'attaque et la défense, quoi. Et puis en aucun cas sortir les deux d'un coup. Ça, c'est aussi mon... Après, j'ai envie de dire, est-ce que voilà, c'est pas l'ennemi marseillais qui s'est réveillé? Je sais pas si pour nous. Non, parce que lui aussi, il joue aussi la suite de sa carrière un peu, pas forcément que là-dessus, mais forcément les gens qui vont le recruter vont regarder les fois où il a entraîné avec Marseille, Lille, et du coup maintenant Monaco. Qu'est-ce qu'il a pu faire comme résultat? Qu'est-ce qu'il a pu faire comme changement? Et voilà, ça joue aussi, donc il n'a pas non plus de raison de faire des conneries comme ça, hein. Ouais. Bah pour l'instant, pour le coup, il a fait une belle, donc je sais pas s'il va entraîner prochainement, en tout cas, s'il va retrouver un club très bientôt. En tout cas, la défense, en tout cas la force défensive, la cohésion défensive du collectif, elle est encore très largement à revoir, hein. Il y a un véritable chantier qui se présente, un chantier qui n'avait pas réussi du tout à finir Henry. Jardim avait déjà du mal, Henry n'a pas apporté de solution. Tu avais fait ce comparatif entre les systèmes. Je pense que les défenses, le système, on prenait un peu moins de buts avec une défense à 5. Bon, je sais pas si finalement elle. Ah oui, c'est un pansement sur une fissure, quoi. Voilà. Parce qu'autant un petit peu, quoi, mais il y a toujours un gros problème défensif, hein. Ouais, parce qu'autant il y a de bonnes, on peut voir de bons mouvements, de bons échanges sur le plan offensif. Il y a des séquences intéressantes, hein. Autant sur le plan défensif, c'est on regarde mais on comprend rien. Enfin, je regarde, je ne comprends rien. Les joueurs sont sans cesse en train de changer de permuter, mais enfin, je pense c'est parce qu'ils sont paumés en fait. Il y a aucune. Non, je n'ai pas forcément cette. Ah, j'ai l'impression qu'ils sont largués et qu'en fait, moi je comprends rien à ce qui se passe défensivement et ce qui fait qu'on est aussi friable en fin de compte, parce que on sait pas quoi, on sait rien faire avec. On sait rien faire. Dans le jeu sans ballon, on est vraiment dans le dur, je trouve. Ouais, je trouve quand même qu'on a le fait d'avoir cette défense à 3, ça nous permet de pas non plus laisser trop d'espace aux joueurs adverses. Bon, après sûr, quand il y a des problèmes d'alignement là comme ce soir, voilà, après c'est encore des problèmes individuels. Mais sinon, on est sur les centres, on prend énormément de ballons de la tête, on laisse très très peu d'occasions à nos adversaires. Sauf Glick qui arrête de sauter. Oui, mais ça reste quand même une de ses forces, hein, le nombre de ballons les trois sont très très bons de la tête, hein, et sur les derniers matchs, on regarde, c'est la majorité du temps, il y a une erreur individuelle qui est faite par un défenseur, par un milieu de terrain, et où c'est sur des contre-attaques généralement c'est comme ça qu'on prend nos buts, quoi. C'est pas sur une attaque construite de l'adversaire qui arrive à faire des décalages et à trouver une occasion de but, quoi. C'est assez rare, quoi.
Mm. Oui, mais il y a, bah, oui, mais il y a toujours une petite erreur, mais la première, c'est pareil, hein, le premier but, il y a une petite erreur, mais il y a quand même action et beau décalage et belle ouverture Mm. sur le premier but. Oui. Il y a forcément toujours des erreurs à la base des buts, hein, parce que quelqu'un, à un moment donné, c'est mal repositionné, c'est mal aligné, a raté une intervention. Il y a toujours, voilà, il y a des erreurs qui se voient plus que d'autres, mais il y a toujours des erreurs à la base. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il faut revenir je sais pas, à des choses plus simples, plus basiques au niveau de l'alignement, de la cohésion. J'ai vraiment j'ai vraiment pas compris quoi ce qu'on a fait défensivement. Vraiment je comprends pas. Je reste complètement De toute façon, interloqué. de toute façon, les cartes vont être distribuées avec Jardim maintenant, donc Ouais. c'est pas dit du tout qu'on continue avec un système à 3. Je, Euh, on rappelle qu'il avait essayé, hein, bien sûr, ce système, parce Oui, que bah, il a lui-même, tout essayé, hein. voilà, il était un petit peu démuni aussi, et il avait essayé sans plus de succès. Donc, est-ce qu'il va continuer dans cette voie-là? Est-ce qu'il va proposer autre chose? Avec quel joueur aussi, évidemment, puisque Mm. est-ce que bon, Naldo, a priori, on va pas le revoir tout de suite, hein, puisque Ah bah là, vu qu'en plus il sort d'un carton rouge, il était sous le coup d'un sursis, donc voilà, forcément c'est minimum 2 matchs. voilà. Un rouge direct pour un tacle à 2 pieds bien levé, à mon avis, c'est 2 de base aussi. Donc je pense que oui, on va pas le voir un petit moment. Voilà, à mon avis, on le revoit à la 26e journée, je pense. Donc, du coup, est-ce qu'il va repartir avec Glick, Gemerson? Est-ce qu'il va continuer à donner sa chance au petit Badiachil qui a été satisfaisant ce soir encore? Voilà, effectivement, il y aura quelques cartes qui seront redistribuées. À voir aussi, évidemment, la fin du mercato qui va se présenter et avec quel recrue aussi pour rejoindre les rangs monégasques. Sachant que Badiachil, c'est Henri qui l'a lancé, hein. Jardim ne l'avait jamais utilisé. C'est vrai, c'est vrai. Hormis Ouais. sur la préparation, Mm. bien sûr, mais là, Après évidemment, oui. Après évidemment, on se rappelle que c'est bien sûr aussi les nombreuses blessures qui ont forcé oui. entre guillemets Henry à lancer Badiachil et plutôt convaincant. Du coup, il a reconduit. Ouais. Mm. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai une image très très forte, c'est qu'on sur un contre lancé, enfin Badiachil qui transmet le ballon juste devant lui. Il y a Fabregas qui le porte. Et je vois Badiachil qui remonte et qui essaie de remonter rapidement la défense et qui fait signe aux deux autres derrière lui, donc les deux camions, là, Glick et Naldo, les deux tractopelles, qui leur fait signe de remonter, de se bouger, de remonter. Quoi. C'est quand même lui, on sent que c'est lui qui prend de l'importance dans cette défense. Donc bah, évidemment, on va espérer qu'il puisse continuer d'être aligné et voilà, qu'il ne soit pas victime, on va dire, du remplacement d'Henry à ce niveau-là. Oui, on espère de pouvoir Ouais, trouver Guy Emerson en défense centrale voilà, dans les prochains matchs. Quoi. voilà. Et puis on Avec espère, Rachi sur un côté. ouais. Et puis on espère retrouver un bon milieu défensif aussi qui puisse un petit peu rassurer ce milieu de terrain, en tout cas l'organiser. Parce que c'est surtout ça, je pense, ce milieu de terrain, à mon avis, il manque de joueurs clés pour l'organiser. C'est-à-dire qu'il y a Fabregas, mais tout seul, ça suffit pas. Quoi. Voilà. Mm. On va dire qu'il nous manque toujours un Fabinho ou approchant. Un Fabinho. Quelqu'un toujours. Voilà, il manque vraiment ce joueur-là qui soit toujours là au bon moment, au bon endroit pour intervenir, pour endiguer une action. Voilà, c'est vraiment typiquement la qualité de Fabinho. Après, c'est censé être le rôle du coup de vainqueur qu'on a recruté vraiment pour ça, qui est en ce profil-là de joueurs qui jouent mieux défensif devant la défense. Donc, à voir. À voir, ouais. Je pense ce soir-là, personnellement, je l'ai pas trop vu, quoi. Juste un Non. moment où il fait une perte de balle où j'ai pu le voir, quoi. Mais sinon, il n'y a pas d'action qui m'ont marqué Ouais, depuis. ouais, évidemment, on va attendre avant de le juger puisque ce soir c'était largement insuffisant pour. Surtout avec un joueur de moins en face. Ouais. De plus en face. Ouais. Alors, du coup, on va passer au top et au flop. Est-ce que tu as retenu un flop, un top sur Oui, cette pour rencontre? moi, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Pour moi, Ouais. s'il y a un top joueur, là, c'est Badiachil. Parce que pour lui, pour la peine, j'ai noté que du coup, à 3 reprises, c'est lui qui est revenu un peu en pompier de service à rattraper une contre-attaque et à réussir à récupérer le ballon pour éviter un face-à-face avec Subasic. Mm. Euh, Lui, il est pas sur les buts. Il fait pas d'erreur particulière comparé aux deux autres défenseurs.
Puis bon, le fait qu'à la fin du match, il soit en larmes parce que du coup, il tient à ce club et qu'il veut se battre pour pas qu'on descende en Ligue 2, c'est aussi quelque chose qui touche. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est la rare satisfaction de cette soirée. Au niveau des flops, par contre, ça peut se bousculer, mais j'ai quand même envie de mettre Naldo, Oui, voilà, qui couvre effectivement, comme tu l'as dit, le premier but, et puis qui en plus avec son exclusion. Moi, elle me paraît logique cette exclusion. Je sais Ah oui, là, que il n'y a pas photo. voilà, Nicolas qui devait être là ce soir trouvait que c'était n'importe quoi, enfin que ça méritait absolument pas rouge. Qu'il avait déjà vu des choses bien pires au niveau amateur. Enfin, pour moi, il y a clairement une non-maîtrise du geste de Naldo. Autant il prend le ballon, c'est vrai, avec la jambe droite, mais avec la jambe gauche, ça finit au niveau des genoux. C'est dangereux, C'est dernier défenseur en c'est plus. pas maîtrisé. Bon, oui, non, c'est rouge logique. Que voilà, l'arbitre fasse pas appel à la VAR pour ça, c'est tout à fait normal. Pour moi, il pas... y a même pas débat. Ah oui. Le seul débat, c'est de savoir pourquoi on l'a pris finalement, puisque voilà, c'était un joueur qui avait été écarté au niveau de son ancien club, donc Schalke 04, Schalke 04. Il avait été écarté, il jouait plus. Voilà, qu'est-ce que bon, après le recrutement, on sait ce qu'il est. C'est à part Fabregas. On va attendre vainqueur, mais à part Fabregas, pour l'instant, il n'y avait rien de folichon. Mais surtout, ce qui est énervant, c'est qu'il sort déjà d'un carton rouge qu'il a pris pour avoir fait une faute en tant que dernier défenseur. Ouais. On est en train de perdre un 0. Il sait très bien qu'il se distance dans un tacle comme ça, face à un attaquant qui est assez rapide en plus. Il y a quand même de grandes chances que ça finisse comme ça, quoi. De toute façon, même au pire des cas, s'il prenait un carton jaune, il était suspendu pour le match après, donc à cause de son sursis. Pas le match après, avec la commission, ça aurait décalé, mais voilà. Dans tous les cas, il était en sursis, il doit faire attention et certainement pas nous remettre encore dans la merde un deuxième match de suite à jouer à un de moins, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Enfin, voilà, c'est pas du tout ce à quoi enfin, c'est pas du tout ce qu'on espérait. Non, on aurait préféré mieux. Ce à quoi on s'attendait, en tout cas que ce soit pas une réussite pour l'instant, moi je suis pas tellement surpris finalement. Donc voilà. D'ailleurs, tu vois, Adrien confirme ce que tu disais. Naldo en plus dernier défenseur, donc c'est vraiment pas surprenant. Voilà. Je pense qu'on aurait pu. Enfin, j'avais envie d'ajouter aussi avec Naldo Glick ce soir que j'ai trouvé. Que j'ai vraiment pas trouvé bon, vraiment à la rue complet. Enfin, voilà, lui aussi, entre Naldo et lui, c'est un concours de caravane. Hein, je pense que si on les met si on les attend à la ligne d'arrivée, on peut les attendre longtemps. Voilà, il a été en retard, il s'est fait enrhumer de tous les côtés par Saïd. Enfin bon, il a vécu un véritable calvaire. Après, voilà, on en avait déjà parlé. Glick à ce poste-là, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il a pas le profil du tout pour jouer à ce poste-là. Puisque, enfin, voilà, il faudrait qu'il soit un peu plus percutant pour aller de l'avant. Il faut qu'il soit capable de courir assez vite en tout cas, puisque voilà, il faut qu'il couvre une partie plus importante de terrain que s'il était dans un milieu à deux, dans une défense axiale à deux. Donc voilà, pour moi il va pas du tout à ce poste là, et je sais pas ce que tu en as pensé, mais il a été ce soir encore une fois mauvais tout simplement. Ouais, je dirais comme pas jusqu'à là. Je préfère mettre Benjamin Rich avant, qui pour moi aurait été invisible, il n'a pas vraiment rien apporté et c'est beaucoup plus problématique au poste qu'il occupait. Ou Tielemans qui a fait un nombre de mauvaises passes, qui a rendu le ballon à l'adversaire ou qui nous a fait des grands dégagements devant en voulant faire des ouvertures qui servaient à rien. Glick qui redonnait le ballon, quoi. Il leur offrait le ballon, quoi. C'était que Glick, je l'ai pas. Oui, forcément, il s'est fait. Parce qu'on jouait assez haut au final, parce que du coup, Dijon a très très vite joué en contre-attaque. Donc, du coup, on sait que Glick, quand il est trop haut et qu'il y a une contre-attaque, ça va pas être son point fort. Voilà, quoi. Après, j'ai trouvé quand même qu'il a défendu, quoi. Qu'on avait la défense en zone, qu'on était beaucoup plus bas. Je l'ai pas trouvé qu'il ait fait énormément d'erreurs particulières, quoi. Bon,
Il y a un autre joueur qui a pas fait un mauvais début de match, mais qui ensuite s'est effondré tant sur le plan physique que sur le plan technique. Il est pas non, c'est pas non plus un leader. Malheureusement, il est incapable de se révolter. À droite, c'était Sidibé. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Oui, bon, quand même pas mal d'occasions dangereuses qui viennent par lui, par ses centres ou par ses débordements. Après, il a tendance à vouloir en faire un peu trop, à vouloir faire des gris-gris, à vouloir passer tout seul le joueur, alors que s'il jouait un jeu de passe en 1-2, je pense qu'il pourrait éliminer plus facilement son adversaire. Euh, donc ouais, il y a mieux, quoi. C'est pas le CDB qu'on avait il y a 2 ans, quoi, clairement. Ah, je sais pas si on le reverra un jour celui-là. Non, bah pas à Monaco, je pense. Ouais, ça, à Monaco, c'est sûr que non. Il paraît il se considère déjà en vacances. Euh, à gauche, il y avait Balo Touré. Je trouvais sa prestation plutôt intéressante jusqu'à cette erreur. Très bonne première mi-temps, parce que lui aussi, du coup, il a apporté beaucoup sur ce côté. Pas mal d'occasions aussi qui viennent de par ses débordements ou même ses centres. Par contre, oui, en deuxième mi-temps, je l'ai trouvé, on l'a beaucoup moins vu comme physiquement, il était un peu plus cuit, quoi, parce qu'on l'a beaucoup moins vu déborder, apporter, et du coup, bah oui, c'est cette erreur qui coûte au final cher, parce que du moment qu'il y a 2-0, l'équipe a complètement baissé les bras. Mm. Ouais, ouais, c'était forcément lui aussi, bah, il quitte un contexte qui était plutôt favorable, où tout marchait plutôt bien finalement à Lille. Il se retrouve là, donc c'est pareil, c'est un joueur, voilà, bon, il a connu un petit peu les difficultés l'an dernier, mais là, il se retrouve à nouveau la tête dedans, dans le sac. Donc, bah, il a fini par plonger, même si voilà, tout n'est pas acheté dans sa performance. Non, puis après, comme Ouais. tu l'as dit, il a été mis en difficulté par la passe de Golovin, quoi. Donc après, bon, on va pas non plus le blinder complètement pour ce match et Ouais. dire qu'on l'a perdu à cause de lui non plus. Mais pour moi, il fait quand même un bon match. Bon, bah, s'est entaché d'une erreur qui coûte cher. Hmm. On va passer à ceux qui étaient en attaque. On a un petit peu déjà parlé de Fabregas. Enfin, à part si tu veux revenir sur Fabregas. Non, tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, Hmm. quoi. Il est très précieux au milieu de terrain, puisque même s'il n'a pas beaucoup d'activité, c'est lui qui fait la liaison attaque-défense. Et c'est lui qui est capable de faire des décalages superbes, quoi. C'est lui qui casse des lignes, qui permet de créer des occasions derrière. Ouais, Non, c'est très précieux. même s'il a eu aussi voilà, des creux hein, dans ce match. Hein. Il faut quand même le noter. Par moment, il a un petit peu disparu. Bah, il est très peu mobile, hein, finalement. Ouais. Je pense que si on regarde sa heatmap, il fait pas beaucoup de kilomètres, hein. Je pense qu'il y a un gros point vert en plein milieu du terrain. Et c'est très peu mobile au final, et il s'économise au final, pour se faire sortir à la 60e. Ouais, visiblement, il a semblé surpris de son remplacement. Oui, Donc, bah, je bon, pense comme tous les supporters. On se oui. dit, mais pourquoi il sort notre joueur qui peut justement nous apporter une passe pour un Falcao qui en une touche peut arriver des fois à mettre un but, quoi. Ouais. Bah, justement, Falcao, bah, qui a du coup beaucoup raté ce soir. Malheureusement, on n'a pas eu le Falcao qui arrive en une touche de balle à nous mettre un but. Là, du coup, il est tombé sur un gardien, bah, finalement, qui a fait les bons arrêts. Bon, c'est pas non plus des arrêts où il allait chercher un ballon très loin, hein. La plupart étaient sur Mm. lui. Mais bon, voilà. Mais pour une fois, il a été servi. J'ai dû noter au moins 3 ou 4 actions où Falcao a le ballon et fait des frappes. Malheureusement, c'est soit sur le gardien, soit à côté, quoi. Mm. Ouais. C'est un peu rageant ce soir. Mm. Et pour finir, bah, Ronny Lopez, bah, qui ce soir s'est montré percutant. Voilà, il a un peu dynamité sur son côté, mais beaucoup de déchets quand même à noter chez lui ce soir. Il est pas du tout, bah, il est pas du tout décisif en ce moment. Il a du mal à l'être, comme il a pu l'être la saison dernière. Et bah là, du coup, on voit le Ronny Lopez qui a des qualités, voilà, dans la percussion, mais qui au final n'arrive pas, ne franchit pas le palier en étant plus décisif que ça, quoi. Ouais, j'ai trouvé une très bonne première mi-temps de sa part, avec beaucoup de percussions, comme tu disais. Après, est-ce qu'il s'est trop donné sur cette première mi-temps? Parce que j'ai trouvé un peu plus cuit aussi, lui aussi, en seconde. Et du coup, bah, après, ça devient dur de faire des différences. On l'a vu plusieurs fois tenter des grands ponts, mais du coup, l'adversaire arrivait avant lui sur le ballon. Ouais. Oui, et du coup, bah, il a très rarement réussi à se mettre en position de frappe, comme il aime bien faire, quoi, arriver à longer la ligne
des 18 mètres pour faire une frappe enroulée. Ça, il l'a tenté plusieurs fois, mais il a jamais réussi vraiment Ouais, à placer la frappe, quoi. beaucoup de frappes en tribune quand même. Il y a eu des frappes assez hautes, ouais, que ce soit lui ou Sidibé ont fait des tentatives d'assez loin et c'était très très haut. Ouais, ce qui est assez rageant du coup, parce que des fois il y a des opportunités intéressantes et on sent que malheureusement on se précipite en fin de compte, plutôt que d'essayer d'être un peu plus patient pour retrouver une bonne position ou quoi, on précipite un peu ce dernier geste et au final on gâche un petit peu bêtement. Donc je lui reproche un petit peu ça ce soir à notre ami Ronnie Lopez. Après ce soir il joue pas dans un rôle facile pour lui, je pense, en deuxième attaquant, c'est vraiment pas sa position, et si les rumeurs qui disent qu'on va signer un autre ailier c'est important, sont véridiques, je pense qu'il y a des chances qu'on se redirige vers une attaque à 3, donc avec des purs ailiers. 4-3-3 en approche, quoi. Ouais, je pense fortement, surtout que Jardim, c'est un peu la tactique qu'il utilisait souvent avant. Il y a des chances qu'on revienne sur un 4-3-3, et du coup là il serait vraiment dans une position qu'il apprécie. À voir, en espérant que ça puisse faire des différences, enfin nous sourire maintenant. À Dijon, non pas la moutarde, mais la mayonnaise ne prend pas encore, très clairement. La moutarde nous est montée au nez. Voilà, et ça sent le vinaigre. C'est ça, je crois qu'on a tout fait. Voilà. Un petit point du coup sur le classement, puisque cette défaite nous met encore un petit peu plus dans les cordes. Monaco reste évidemment à cette 19e place. Voit évidemment en plus Dijon, qui est un concurrent direct, faire un petit écart. En tout cas, 5 points. Ouais. Voilà, ils ont actuellement maintenant les Dijonnais 20 points, ce qui représente, comme tu l'as dit, 5 points de plus que Monaco, qui en a 15. Et la prochaine cible, enfin les deux cibles devant nous maintenant, il s'agit de Caen et Amiens, qui ont 18 points. Donc là, il y a quand même une victoire. Mais qui n'ont pas joué. Qui n'ont pas joué en plus. Il y a une victoire entre les deux. Dijon a aussi un match en moins, il faut le rappeler. Voilà, donc ça peut puer du cul, mais violent, d'ici dimanche, d'ici demain. À noter du coup que Dijon doit jouer le match en retard contre le PSG, que quand son match demain c'est à Montpellier, donc pas simple, et Amiens c'est la réception de l'OL. Pas non plus des matchs. Mais bon, il y a quand même un trou qui est déjà fait là, de 3 points plus goal average, ça devient très, très compliqué. Ça peut être inquiétant, même s'il reste encore 16 matchs à disputer. Après qu'on n'a pas gagné contre Dijon et contre Gagnon, qu'on a pris à chaque fois 2-0. C'est dur de se dire qu'on va faire maintenant un parcours de champion et gagner quasiment 2 points par match et sortir de tout ça. Ouais, c'est vrai que. Alors peut-être que finalement la Ligue 2, ça sera peut-être mieux pour reconsolider tout ça. Non, on avait dit ça aussi avant de se retrouver au bout de 6 mois à 20e de la Ligue. Ligue 2. On pensait tous qu'on allait faire la saison, on allait être premier facilement avec nos jeunes et avec nos papis qu'on avait recrutés. C'est vrai. Ouais, et au final, avec le genou en chewing-gum de Dumont, le retraité Hanson, Rabiot Afolabi, quel joueur. Quel joueur, quel homme. Voilà, donc la situation de Monaco qui empire ce soir. Du coup, on va espérer un redressement rapide. Déjà, une petite... je sais que Thierry Henry n'appelait pas le match de Metz une parenthèse. Il y aura quand même une parenthèse ce mardi face à Guingamp, où les joueurs seront normalement en mise au vert dès ce soir. Ils vont pas retourner sur Monaco pour aller directement sur Guingamp et préparer au mieux cette demi-finale de Coupe de la Ligue. Peut-être un enjeu, être en Ligue 2 et être européen, est-ce que c'est possible? Enfin, c'est possible, oui. Est-ce que est-ce que ce sera notre cas est-ce que ce sera notre cas à l'aube de la saison 2019-2020? À noter que ce soir, Guingamp a perdu du coup 1-0 contre Reims et qu'il y a eu un carton rouge, donc Gilo Bodji sera suspendu contre nous automatiquement. Et sinon, pour la Ligue 1, ce sera samedi prochain, à nouveau à 20h, et Monaco qui recevra Toulouse. Toulouse qui est actuellement 13e au classement, mais qui doit aussi jouer demain. Patrice, nous on va s'arrêter là pour ce débrief ce soir, mais on va quand même donner rendez-vous à nos auditeurs demain pour une émission Club Mounegou spéciale qui sera consacrée donc
au changement d'entraîneur, à l'éviction de Thierry Henry et à la nomination au retour de Leonardo Jardim. Donc ce sera l'occasion de vous retrouver et puis de parler un peu plus en détail de toute cette histoire rocambolesque. Merci Patrice, merci à vous tous de nous avoir écoutés ce soir. Et puis on vous donne rendez-vous du coup à très très bientôt. Salut et Dagi Wunigu. Et bisous.